Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler de bulles, de champagne, de projets entrepreneuriaux, de comment concilier vie de femme et ambition professionnelle. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Séverine Couvreur. Bienvenue Séverine. Bonjour Astrid. Écoute, je suis ravie Séverine de t'accueillir pour ce temps de partage. Alors Séverine, il faut quand même savoir que tu as été élue femme de l'année de la région Champagne-Ardenne en 2025. Et ce que j'adore dans ton parcours, c'est que on t'aurait posé la question il y a 5 ans, dans 5 ans, tu vas être élue femme de l'année. Je pense que jamais tu aurais imaginé ça. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu le processus et le cheminement qui t'a amené là où tu es aujourd'hui, multi-projets, à gérer à la fois votre maison de champagne, tu vas nous partager ta vision, est-ce que tu es en train de construire, avec ton engagement auprès des vigneronnes, également tes responsabilités auprès de la mission UNESCO. J'aimerais que tu nous partages un petit peu le processus qui t'a amené là où tu es aujourd'hui, ce parcours dont tu peux être super fière. Et j'ai pas parlé de la maman à côté qui a aussi des grosses responsabilités. Eh bien, écoute, merci à toi déjà de me donner l'opportunité d'en parler. Et puis de dire qu'effectivement, ça a été une grande surprise déjà d'être cette fameuse étoile de la Champagne, qui est un prix très honorifique pour moi parce que je m'y attendais absolument pas. Et effectivement, il y a 5 ans, il y a même 10 ans, quand on a repris, même plus de 10 ans, en 2011, quand on a repris l'exploitation familiale, enfin l'entreprise familiale, d'ailleurs, c'est très important pour moi de le dire. L'entreprise familiale, c'était... de ta belle famille. De ma belle famille, ouais. C'était inimaginable parce que moi, je tombée dans le champagne et dans la Champagne grâce à l'amour de mon mari. Oui, parce que tu es parisienne, en fait. Je suis parisienne. Et puis, on a décidé tous les deux, à un moment donné où on était encore jeunes et pas trop installés dans la vie, de se dire que c'était le moment justement d'entreprendre et de reprendre surtout tout ce patrimoine familial, toute cette connaissance, ce savoir-faire et de pouvoir faire perdurer l'histoire familiale. Entre les deux, c'est pas le plus champenois des deux qui s'est le plus investi pour la Champagne. C'est moi qui suis véritablement tombée amoureuse de la Champagne. Raconte-nous un petit peu, du coup, ton processus. Du coup, c'est vrai moi, je suis arrivée en Champagne, donc on décide de reprendre l'entreprise familiale. C'est dans la viticulture. Je connais pas le métier et pour le coup, je dis à mon mari, si on reprend à deux. Et je suis pas... la femme qui va rester sagement à la maison, moi, je veux reprendre en connaissant le métier et en t'aidant et en étant partie prenante. Alors, ce qui est intéressant, tu vois, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant que tu parles de cette marque que vous avez créée. Et tu me racontais la même chose d'ailleurs pour là où tu en es aujourd'hui dans ce projet de développement de marque avec la bulle verte dont tu vas nous parler. C'est qu'il y avait une contrainte, c'est que vous n'aviez pas la même vision avec ton mari. Lui, c'est un artiste, tu vois, qui avait envie de faire un vin pour les connaisseurs. Et toi, tu as le charisme et le leadership, la vision et le déploiement, plus grand public, un peu fun. Et tu vas nous raconter d'ailleurs, parce que j'adore ce que vous avez créé. Mais on essaie, mais c'est vrai que j'ai pas dit. Donc, effectivement, il y avait Martial Couvreur. Et là, nous, on était face à un nœud que nous a aidé à dénouer, qui était quand même ce rapport au passé, à l'histoire familiale, et parfois un passé et une histoire familiale qui peuvent être bloquants dans l'évolution d'une structure, surtout dans une entreprise familiale. Et là, c'était pas la génération de mes beaux-parents qui était en compte, c'était les grands-parents. Pourquoi ? Parce que la marque Martial Couvreur, Martial, c'était le prénom du grand-père. Et il s'avère que ce grand-père avait été odieux avec Émeric. Et en fait, on n'imagine c'était lourd pas. À porter, en fait, énergétiquement. On imagine, mais complètement. Et c'est toi qui avais mis le doigt dessus. Moi, je disais qu'il fallait changer de marque, mais j'avais pas identifié pourquoi. Oui, Émeric avait besoin de comprendre le pourquoi pour pouvoir engager c'est ça. La transformation. Et en fait, le déblocage s'est fait quand on a réussi à dire, Martial Couvreur, ça peut pas fonctionner parce que Martial, c'est un grand-père qui t'a... Tortionnaire, quoi. Mais ouais, enfin, tortionnaire. Non, pas, mais désagréable, quoi. Le genre de grand-père qui dit, ah, tiens, t'as de l'acné, super. Et en fait, t'as pas envie d'aller le voir, quoi. Parce que il te dit même pas bonjour, quoi. Tu dis. C'est dur. Et en fait, c'est dur à l'adolescence en pleine construction. Et en fait, on se dit, pourquoi cette méchanceté ? Alors, ça appartenait à cette génération, parce que moi, j'ai une grand-mère un peu pareille aussi, désagréable. Il fallait qu'on passe ce cap. Et après, une fois qu'on a identifié que c'était ça, finalement, un des gros freins, ou le frein majeur
à l'évolution de l'entreprise, on s'est dit, en fait, on n'a pas le choix. C'est qu'effectivement, il va bien falloir qu'on change le nom. Et tout l'accompagnement derrière qu'on a fait avec toi encore, c'était très intéressant parce qu'on a poussé chacun de nos côtés aussi nos freins respectifs. Et puis, on a pu passer à un nom de marque qui ne reprend pas, comme c'est la tradition d'ailleurs en Champagne, un nom de famille de parents, beaux-parents, enfin de viticulteurs. En tout cas pour la partie vigneronne de la Champagne, je ne parle pas des maisons de Champagne, quoique, c'est aussi des noms de famille d'ailleurs. Mais souvent, dans le vignoble, c'est un prénom et un nom. Les grandes marques de Champagne des négociants, c'est plutôt le nom de la famille. On a en plus un profil très hybride. Donc, on est vigneron parce qu'on est une petite structure et que donc on appartient au monde du vignoble et des vignerons. Et en même temps, on a un fonctionnement de par nos études, nos fonctions précédentes et autres, qui est beaucoup plus proche du monde du négoce que du monde vigneron. Donc, on est un peu entre les deux. Et donc, pour nous, il fallait aussi qu'on trouve quelque chose qui puisse nous permettre d'avancer avec cette image. Et donc, le fait d'avoir juste un nom de famille qu'on est allé chercher quand même dans l'arbre généalogique côté Emmerich. On a trouvé Varicourt et là, on s'est dit, Varicourt, c'est joli parce que ça sonne bien français. Donc, c'est très identitaire, très champenois. C'est beaucoup plus prononçable parce que Martial Couvreur, Emmerich, il en a fait plusieurs fois. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Ils ne savent pas prononcer. Et donc, voilà. Alors que Varicourt, même en anglais, ça sonne. Et voilà. C'est un vrai travail sur soi d'identifier. Certes, on voulait changer de marque, mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça allait apporter d'autre ? Comment on allait accompagner nos clients ? Et nous, comment on allait accepter aussi ce changement et comment on allait le faire accepter ? Alors, je l'ai dit sur le faire accepter, j'ai déjà dit, je pense qu'on n'a pas été très bons. Mes beaux-parents sont adorables, ils ne nous en ont pas voulu, mais je pense qu'on a quand même encore un petit travail là-dessus. Ça a été quand même un chemin pour Emmerich de se dire, mais cette marque, est-ce qu'elle va vraiment me ressembler ? Est-ce que je ne suis pas en train de renier tout ce que mes parents ont fait ? Parce que c'est quand même eux qui ont fait la marque. Ça, c'était très dur personnellement. Et c'est là où tout le travail qu'il a mené avec toi lui a permis de passer le cap et de se dire, oui, mais en même temps, si je fais pas ça, en fait, j'arrête. C'est fou, ça, quand à un moment donné, tu n'arrives pas à te respecter dans une décision, un projet qui pourrait être un projet hyper épanouissant et serviable peut s'arrêter. Mais parce qu'il y a de la peur par loyauté familiale, par aussi la dépense engagée. Tu vois, tu as repris la maison, les parents sont fiers, etc. Et puis là, tu leur annonces, non, on va changer de nom. Et là, en fait, toute la fierté ou tout ce qu'ils avaient mis sur tes épaules, ça t'écrase. C'est un peu une négation de tout ce qui a été fait avant. Mes beaux-parents ont vraiment créé tout le portefeuille client. Oui, donc on leur doit aussi de le respecter et de ne pas tout détruire. Et comment les clients vont accepter aussi, parce que eux, ils étaient très attachés. Mes beaux-parents, ils ont fait un travail remarquable. À chaque fois, ils étaient adorables avec leurs clients. Il y avait une vraie proximité très forte. Parce qu'en fait, vous n'avez pas changé que le nom. En fait, vous avez changé les cuvées. Vous avez inventé tout changé. Plein de choses, en fait. Ouais, en fait, on a gardé la gamme originale, parce que ça, pour le coup, on ne voulait pas complètement modifier. Puis c'est aussi parler de c'est Varicourt par Madame. Et Varicourt par Madame, c'est notre identité de coopération. C'est-à-dire qu'on est des coopérateurs. Mes beaux-parents étaient des coopérateurs. Mon beau-père était vice-président de la coopérative Palmer. C'est important de garder cet ADN de la coopération qui, en Champagne, est très, très importante. Dans beaucoup de villages, il y a une coopérative. Aujourd'hui, il y a énormément de vignerons coopérateurs. Ça fédère les vignerons. Et c'est un premier pas aussi dans la vinification, dans la production de champagne. C'est-à-dire c'est ça aussi qui a permis à de nombreux vendeurs au kilo de passer le pas et de vendre des bouteilles. Donc, il y a toute cette histoire derrière. Et ça, c'est un véritable travail d'équipe pour le coup. Et c'est un travail d'équipe. Et la coopération, moi, je défends beaucoup le modèle de la coopération parce qu'en plus, en Champagne, elle garantit l'équilibre aussi entre le vignoble et les négociants. Au milieu, il y a la coopération. Et la coopération, elle fait ce lien entre le monde du vignoble et le monde des négociants. Et donc, ça appartient au patrimoine champenois et moi, j'y suis beaucoup attachée.
Donc, il y avait ça qu'il fallait conserver. Et ça, c'est plutôt moi, parce que Varicourt par Madame, du coup, ça me correspond. C'est-à-dire qu'effectivement, mes cuvées, je les fais avec la coop. Elles me permettent, à moi, le fait de travailler avec la coopérative me permet de faire mes activités et de donner du temps à la Champagne, d'être bénévole pour la Champagne et pour défendre son patrimoine. Donc, en fait, je trouve que c'est un juste retour des choses. Oui, tu as trouvé ton équilibre au sein de la maison de Champagne pour à la fois avoir des cuvées qui te ressemblent, parce que tu l'as pas dit, mais Varicourt par Madame, c'est que des noms de femmes. C'est que des noms de femmes. Tu choisis en fait ta bouteille là aussi, en fonction de ce que tu as envie d'exprimer. Vas-y, donne-nous les noms. En fait, c'est l'idée... Alors, c'est encore un clin d'œil au patrimoine champenois, c'est que les femmes en Champagne, elles ont toujours eu un rôle très important et elles ont encore un rôle très important. Je pense à la veuve Clicquot qui invente la table de remuage. Je pense à la veuve Pommery qui, elle, reprend la maison Pommery, décide d'aller dans les grandes crayères et est la première à investir les crayères de Reims parce qu'elle y trouve une hygrométrie parfaite et qu'elle décide d'en faire ses caves. Elle avait déjà la notion de recyclage des espaces. Et en plus, elle va aller développer des marchés en Angleterre, en Russie. Enfin, elles avaient peur de rien. Elles avaient peur de rien. Et c'était des femmes qui, en plus, étaient d'une créativité extrême, puisque la veuve Pommery, elle fait des bâtiments de style victorien juste parce qu'elle se dit mes clients principaux, ce sont les Anglais et il faut qu'ils se sentent très bien chez moi. Et donc, on va les accueillir dans une architecture qu'ils reconnaissent. Et du coup, Séverine Couvreur fait la même chose. Elle a créé la sémillante. Et je me suis dit, les femmes, il faut leur rendre hommage. Et quand je cherchais des noms de cuvées, en fait, ça m'énervait de dire, comme tout le monde, le brut tradition, le brut réserve. Puis je me dis, de toute façon, brut tradition, ça dit pas plus quelque chose à quelqu'un que la ravissante. Et je préfère avoir un joli nom et que la personne me demande, alors, il y a quoi dedans ? Plutôt que de dire brut tradition, où de toute façon, les gens restent sur leur faim aussi. Donc, il y a combien de femmes, Varicourt ? On a 5 femmes. On a la ravissante, qui est le brut classique des 3 cépages. On a le blanc de blanc, l'innocente. Donc là, l'innocente, c'est vraiment la fraîcheur à l'état pur, la jeunesse. La sémillante, c'est le rosé. Donc elle a un peu de rouge aux joues et elle séduit. Elle est un peu plus coquine, elle est un peu plus mûre. Et on a la charmante. La charmante, elle a vieilli beaucoup plus longtemps en cave. Donc, j'allais dire, c'est nous, Astrid. Et puis après, il y a la galante. La galante, elle est en pleine maturité. C'est notre millésime et elle montre ses charmes. Donc, d'ailleurs, la tenue est un peu plus audacieuse. Et donc, des belles robes aussi, avec toute cette volonté aussi de rendre hommage aussi à cet art vestimentaire français, à la mode française. Alors là, avec un clin d'œil plus ancien, des robes anciennes qui ont été dessinées par un ami dessinateur que j'aime beaucoup, Nicolas de Palmar, et qui m'a fait donc, pour chaque nom une femme avec une tenue plutôt ancien régime et 19e, mais on s'arrête au début du 20e. Et c'est assez sympathique. Et puis, on a lancé les palpitantes avec une nouvelle, la plus moderne. Et la palpitante, en fait, c'est la demi. On bascule dans la modernité, on bascule dans le 21e siècle. Et c'est une demi. Et c'est un peu sur le mode des packs de bière où tu peux avoir une seule et même bière, mais avec des graphismes différents. Et là, en fait, j'ai la palpitante Mathilde, ma fille, la palpitante Isance, une autre de mes filles, et la palpitante... Victoire Adélaïde. Donc ça, c'est ta partie. Et puis Émeric, lui, a la partie Varicourt Collection, qui est vraiment du champagne pour connaisseurs. Et qui fait lui-même. Et qu'il fait lui-même. Et ça a été aussi un long processus que le changement de marque a aussi permis de dénouer. C'est qu'Émeric s'autorise à vinifier. Quand on a repris, je lui avais dit, un jour, tu auras envie de vinifier. La coopération, c'est bien. Mais je pense qu'un vrai vigneron, à un moment donné, a envie d'aller au bout du process par lui-même. En fait, ce qui est fou, c'est que vous venez d'un monde, lui ingénieur, toi tu viens des milieux intellectuels parisiens, tu vois, et vous avez mis les mains dans le cambouis pour reprendre une affaire familiale et continuer une histoire, mais en la modernisant, en y mettant votre ADN. Et ça marche. Et j'adore ce que tu me racontais tout à l'heure. Là, aujourd'hui, vous êtes en train de créer un concept, la bulle verte. Et tu me disais, en tant que femme, j'ai envie de voyager dans le monde entier, j'ai envie d'exporter champagne partout et tout. Mais aujourd'hui, je suis maman de 3 filles et je ne peux pas le faire. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un challenge dans ta vie, tu transformes la forme pour arriver quand même à faire ce que tu désires, mais sous une forme différente de celle que, au départ, on aurait pu imaginer.
Donc, raconte-nous comment tu fais venir le monde chez toi. Moi, c'est vrai que j'aime bien renverser la table. Je pense d'ailleurs qu'on parlait d'ADN champenois au début de cette interview et c'est un peu ce qu'on avait fait dans l'inscription. On a renversé le paysage, on ne l'a pas pris horizontalement, on l'a pris verticalement pour avoir l'inscription au patrimoine mondial. Moi, à chaque fois, je me dis, si ça passe pas comme ça, il va falloir que ça passe autrement. Donc, on va repenser, mais dans l'autre sens, le système. Alors, parfois, on y arrive, parfois, on n'y arrive pas. Mais là, c'est génial. En fait, du coup, le process, c'est quoi? C'est tu te dis, je change de lunettes et je regarde autrement. C'est quoi le process, tu vois? Il faut d'abord que je passe par un grand moment de déception et de désappointement. Oui, genre tu vas toucher le fond et quand tu es au fond, là derrière. Et en fait, à partir du moment où je touche le fond et où je me dis, non, mais bon, c'est mort, j'arrive toujours à me dire, mais non, il y a une solution. Alors, il y a des moments, ça va très, très vite. Ça peut être en une fraction de seconde en réunion. Parfois, je me retrouve face à un truc et je me dis, non, ça ne peut pas être comme ça. Et donc, j'essaye de reprendre le sujet dans l'autre sens. Et puis, parfois, c'est beaucoup plus long. Là, en l'occurrence, sur la bulle verte, longtemps, je me suis dit, il faudrait que tu puisses partir à l'export. Non pas qu'on n'aime pas le marché français, mais parce que c'est plus dur. Et en fait, je me dis, mais moi, je peux pas. Concrètement, je peux pas. Je suis coincée. Et un jour, c'est une rencontre. Ouais, mais c'est aussi le jeu des rencontres. C'est pour ça que cette importance de travailler en groupe, d'avoir des réunions. En fait, c'est pas la réunionnite pour la réunionnite, mais c'est que dans certaines réunions, on va rencontrer des gens. Et en l'occurrence, je me souviens très bien de ce qui m'a aidé là à renverser la table, c'est que j'étais au Vitivini. Je suis invitée à une table ronde sur l'énotourisme. Et on m'invite avec un monsieur Frédéric No qui a créé le concept de bulle verte exploration tranquille, où il s'est dit, finalement, il faut aller découvrir les vignobles de façon différente et surtout aussi dans cette dynamique générale de comment on fait face au dérèglement climatique et comment on propose du slow tourisme et pas du tourisme de masse et comment on répond à l'attente du consommateur aussi d'aller découvrir plus doucement, en respectant la nature, le vignoble en fait. C'est un Bordelais et il a commencé à monter son concept à Bordeaux. Et donc, il vient en Champagne présenter ce concept parce qu'il avait été invité par l'Agence de développement du territoire de la Marne qui avait trouvé ça formidable, la bulle verte, le concept. Et du coup, ton inspiration vient du Bordelais. Mais oui, en fait, je l'écoute et à la fin de l'entretien, je me souviens très bien, je dis, mais moi, c'est ça qu'il faut que je fasse chez moi. Donc, concrètement, aujourd'hui, tu es en plein travaux? Là, je suis en plein travaux et ça va se faire. Alors, ça a mis un peu de temps. Tu vois, là, pour le coup, c'est typiquement le moment où il a fallu le déclic, le machin. Et puis après, il fallait aussi que mon mari soit d'accord. Donc, ça a pris un peu plus de temps. Et comment tu as su que c'était la bonne décision? En fait, comment tu le sens à l'intérieur de toi? Et ça, c'est terrible. Je pense que d'ailleurs, c'est terrible pour Émeric. C'est que je le sens tellement fort que je ne suis pas capable d'expliquer que ça va marcher. Et lui est hyper rationnel et il a besoin de mais d'ailleurs, heureusement, c'est comme ça qu'on se complète, parce que lui, il est gestionnaire. Oui, mais vous êtes donc il me donne complémentaire, un cadre. Et moi, je suis dans la créativité. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a cette rencontre de ce concept de bulle verte et de me dire, mais chez moi, j'ai une bulle verte. En fait, j'ai même pas besoin de créer trop. Ce qu'il me faut, c'est un vrai accueil. Comme dirait Pierre-Emmanuel Tétringer, c'est des bons toilettes. Parce que quand on accueille du public, il faut avoir des toilettes correctes. C'est vraiment ce sens de se dire, mais en fait, j'ai tout sur place. J'ai juste à mettre en scène. Et donc, j'ai dit à Frédéric de venir sur place. Et il m'a dit, mais oui, effectivement, ça correspond complètement parce que les gens, ils peuvent rentrer chez moi et vivre une vraie expérience de... j'ai le mot enverdissement qui n'existe pas, qui arrive comme ça, mais ils vont au cœur de la nature, de mise au vert. D'ailleurs, je l'ai appelé domaine Varicourt Champagne au vert, mais VERT. Et Champagne au vert, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, c'est comment on va déguster une flûte de champagne, mais en pleine nature, dans un verger, dans un bois, et on peut après poursuivre à l'extérieur dans le vignoble, aller se promener. On peut aussi rester pique-niquer. Donc concrètement, si on arrive chez vous, on fait quoi? Concrètement, il faut... Alors, ça sera que sur rendez-vous parce que je veux que les gens aient un moment privilégié. On peut pas débarquer comme ça? Non. Moi, je veux pas. Je veux pas quart de 50, parce que je veux... Non. Je veux pas parce que je veux justement que les gens... il y aura maximum à chaque fois 8 à 12 personnes. 12, c'est le gros max sur la propriété. Pour que chacun ait son espace aussi et que si les gens veulent rester pique-niquer dans l'enceinte de la propriété, parce que je veux pas qu'ils aillent dans les vignes... c'est pas adapté. Mais s'ils veulent être tranquilles, soit entre amis, soit en couple. Mais on dort chez vous? Non. Là, on dort pas. C'est juste pour un moment de détente et de... C'est une journée, on profite. On est ouvert. Journée ou moment. C'est-à-dire que tu peux rester que 2 heures.
Je vais proposer soit juste le parcours Bulle Verte, parce qu'il y a quand même 6 stations chez moi et 12 stations, donc tu peux marcher et découvrir. Tu peux faire une première partie des 6 stations en te promenant chez moi, prendre une flûte et retourner dans le jardin, profiter juste de ta flûte, ou faire une vraie dégustation avec moi, où là, je te présente tous les champagnes, etc. Et après, tu peux continuer dans le vignoble. Et si tu as pris aussi l'option pique-nique, tu peux ensuite, une fois que tu as fini ta balade ou avant ta balade, suivant, les gens, ils feront comme ils veulent, en fait. Parce qu'ils sont autonomes, ils ont une application avec les petits parcours. Et après, ils sont autonomes, je les laisse tranquilles, sauf pour la dégustation où là, je leur explique, mais à condition qu'ils en aient envie. Mais si à la limite, ils ne veulent pas me voir, mais au moins, ils déconnectent et ils sont dans un espace naturel et ils comprennent tout ce qu'on a voulu faire. Parce que le petit parcours des 6 stations chez moi, c'est tout ce que nous, on a fait comme travail sur la biodiversité, l'environnement, ce qu'on peut voir... parce que j'ai recréé des corridors entre le bois, la vigne. J'ai fait un verger pour que les animaux puissent circuler. Et en fait, c'est toutes ces réflexions aussi que moi, je mène politiquement au sein du syndicat, dans des groupes de travail, etc. J'ai voulu que les gens comprennent l'évolution. Chez toi. C'est génial. Et c'est fou. Tu vois, si tu redevenais la Séverine d'il y a 10 ans Oula, tu vois, je sais pas. Moi, j'aime jamais revenir en arrière. Non, mais en fait, c'est vrai que je suis pas capable. Si tu étais dans la peau de cette Séverine-là et que tu savais tout ce qui t'attendait, là où tu en es aujourd'hui, je serais effrayée, je pense. Je me dirais, mais non, c'est pas possible. C'est ça, en fait, jamais t'aurais imaginé pouvoir... Non, je n'aurais pas pensé. Mais c'est parce que je suis assez spontanée. J'ai d'abord une fulgurance ou quelque chose qui me plaît et après, je vais construire et je suis très en mode projet. Donc, en plus, Alors, en fait, là, ce qui est génial, c'est que là, tout ce que tu nous as partagé, c'est on sent que effectivement tu dis, tu appelles, c'est ma spontanéité, mais tu as cette audace de suivre ce que tu ressens et en fait ça pousse tellement fort à l'intérieur de toi qu'à un moment donné tu sais que si tu l'écoutes pas, d'ailleurs tu te disais je m'éteins et ton mari le sait aussi mais je pense que votre force c'est le binôme et du coup bien s'entourer, alors parfois c'est le conjoint, parfois c'est une personne autre, mais d'être hyper bien entouré quand tu es intuitif comme ça, c'est super important. Parce que tout ce que tu as réalisé aujourd'hui, finalement, c'est un travail d'équipe. C'est grâce à des rencontres et à des vraies personnes sur le terrain que j'aime beaucoup. Et j'ai été très bien entourée, effectivement, parce que j'ai eu la chance, dans tout ce que j'ai fait... En fait, c'est vrai que ce que je n'ai pas dit, c'est que quand je suis rentrée au groupe des jeunes, le tout premier projet que j'ai monté, c'était réaliser un grand événement en Champagne. Et en fait, c'est fou comme chaque chose que tu fais dans ta vie, c'est autant de pions... Oui, c'est des petites balises. Tu sais pas où ça va te mener, mais ça te conduit sur le chemin. Complètement. Et là, j'ai rencontré plein de gens qui, en fait, au fil du temps, m'ont permis, parce que j'ai gardé ces liens avec ces gens, de réaliser tout ce que je voulais faire. Et là, tu vois, par exemple, je pense à Fanny Journet, qui est une femme remarquable qui travaille à l'Agence de développement du territoire de la Marne. J'ai toujours gardé le lien avec elle. Et en fait, là, je lui ai dit, tiens, est-ce qu'on peut travailler ensemble, mon offre, etc. Oui, même quelques années après, en fait, c'est un lien qui reste. Et du coup, quel conseil tu aurais envie de donner aux entrepreneurs qui suivent ce podcast? Si tu devais leur donner un conseil par rapport à tout ce que tu as expérimenté, par rapport à ton histoire, par rapport à tout ce que tu as ce que tu as construit, et aussi au rôle aujourd'hui que tu joues au cœur de la Champagne, qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Moi, qui suis une grande angoissée de la vie, je me dis finalement, il ne faut pas avoir peur, ce qui est quand même très contradictoire. Tu as eu peur, mais tu l'as fait. Oui, mais en fait, à chaque fois, j'ai peur. Là, même la bulle verte, chaque nuit, j'ai peur. Je me dis, mais tu ne vas pas y arriver. En plus, je me suis lancée dans un bouquin. Enfin bon, et je me dis, mais là, ça y est, t'es encore... surchargée et en même temps si j'ai pas cette surcharge j'y arrive pas et donc je pense qu'en fait la peur me fait avancer aussi, enfin c'est assez contradictoire, le besoin d'être challengé ouais. Donc qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur? Effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est écouter ce qu'on a en soi. Il y a des choses quand on sent qu'on est poussé, que ça doit sortir, il faut le faire quoi. Après, parfois, on peut être arrêté. Moi, ça a pris du temps. La bulle verte, ça fait quand même 5-6 ans que j'en parle. À chaque fois, chaque année, j'avais notamment Fanny et d'autres qui me disaient « mais t'en es où ?» etc. Il faut le temps d'accoucher, en fait. Ouais, c'était pas le bon timing. Il y a aussi un timing. Ouais. Et ça, c'est très important. Il faut se dire que c'est pas parce que quelque chose ne marche pas tout de suite. Ça, j'ai appris avec le temps. Mais je me dis de plus en plus,
Je deviens sage avec l'âge. Parfois, les planètes sont alignées, parfois, elles ne le sont pas. Ça sert à rien de forcer quand elles sont pas Et alignées. tant pis, il faut attendre. C'est que c'est pas le moment. Patience. Ouais, la patience. Il faut pas avoir peur de gravir la montagne ou de la prendre par l'autre côté, de se dire, si ça marche pas sur ce versant-là, ça va marcher sur l'autre. Et puis, si ça prend plus de temps, c'est pas grave. Et ça, c'est très important. C'est pour ça aussi la bulle verte. C'est que la notion de temps, moi, m'énerve de plus en plus. Je trouve qu'on est dans un monde qui court, mais qui sait même plus après quoi il court. Et j'entendais d'ailleurs quelqu'un sur une jeune femme qui était interviewée qui disait, mais il faut qu'on arrête de courir. C'était une sociologue, et elle disait, mais il va falloir qu'on se pose les bonnes questions et qu'on se dise, mais pourquoi on court ? Alors, on va finir là-dessus, sur pourquoi on court et expérimenter. Tiens, je t'inviterai à faire cette expérience. C'est une expérience que je m'amuse à faire en ce moment. C'est mon petit jeu. C'est à me poser à l'intérieur de moi et à me dire qu'est-ce que je ressentirais si le temps n'existait plus. Et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a plus rien n'existe. Et je trouve ça hyper apaisant de se dire, s'il n'y a plus de temps, il y a tout qui se pose. Et je pense qu'il faut revoir cette notion de temps. Merci Séverine. Merci à toi Astrid.